Au cœur des Grands Causses, entre rivières et rocs abrupts, s'étend la plaine de la Gros-Fezanque. À la fin du XIXe siècle, dans les champs jouxtant la ville de Millau, les agriculteurs font d'étranges découvertes. À la saison des labours, ils déterrent des morceaux de poterie, de tuiles, de colonnes. Ils se tournent alors vers les abbés Cérès et Hermet qui fouillent et font sortir de terre l'étonnante histoire des potiers gallo-romains de la Gros-Fezanque. Dans les années 1950, le service régional de l'archéologie envoie Louis Balzan, Alexandre Albinck et Louis Bremer ouvrir un plus grand chantier de fouilles. Le site et les nombreuses poteries qu'on y trouve sont alors méticuleusement étudiées. Ces poteries signées, décorées et enduites d'un engobe rouge intense sont appelées céramiques sigillées. Il faudra attendre 1972 et une campagne de fouilles dirigée par Alain Vernet pour révéler les vestiges actuels. Le travail et la pugnacité de l'archéologue millavois donnent lieu à de nombreuses découvertes, notamment sur le contexte de travail de cette céramique sigillée et sur la vie quotidienne des potiers. Les premières fouilles extensives menées sur le site ont permis donc d'atteindre les niveaux les plus profonds et donc de mettre en évidence les premiers habitats gaulois des lieux et de mettre également au jour un important bâtiment construit à la romaine, un bâtiment du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc à un moment où la présence romaine n'est pas encore réellement effective, et on suppose que cette grande riche maison parée avec des éléments romains appartenait certainement à un propriétaire gaulois qui était en prise avec les instances commerciales romaines pour développer à la Gros-Fezanque, sur le site de Kondatomagos, puisque Kondatomagos est le nom de cette agglomération, c'est le marché du confluent, donc comme l'indique bien son nom, il est au confluent, donc un lieu de rassemblement, mais également un lieu économique, puisque c'est là qu'on diffuse et qu'on importe les marchandises. Partons maintenant pour un voyage dans le temps, au 1er siècle de notre ère, en pays Rutène, tout près de l'antique ville de Kondatomagus. Les Gaulois de cette plaine sont plutôt acquis aux traditions méditerranéennes et ouverts aux échanges. Vers 10 avant notre ère, des potiers romains, originaires d'Arezzo, dans le centre de l'Italie, s'installent ici. Spécialisés dans la céramique sigillée, ils forment la population locale à ces techniques de fabrication. Kondatomagus devient un site majeur de production. Ce secteur-là est beaucoup plus romanisé précocement et quand on fait la carte des répartitions des importations méditerranéennes, on voit que Millau, le sud du territoire est très ouvert aux importations. On a des importations par exemple qui arrivent de Méditerranée orientale avec des bols mégariens, des petites parures qui viennent d'Égypte. Les importations successives arrivent très tôt et puis on est sur cet axe nord-sud qui relie le Massif central à la côte languedocienne qui existe depuis au moins le début de l'âge du fer, depuis les premières importations étrusques et grecques. Donc c'est un passage obligé en gros entre la vallée du Rhône et la vallée de la Garonne. Cette ouverture vers le Midi qui s'explique par la proximité de la province explique très certainement que ce peuple-là a été ouvert à ces influencements très précocement et puis surtout parce qu'il est sur une position stratégique. Il faut passer par le territoire des Rutènes pour aller chez les Arvernes. Ces Rutènes vivent alors dans un environnement très favorable à la production de poterie. Qu'est-ce qu'il faut pour faire des pots? Il faut 3 choses, de l'argile, de l'eau et du bois. On a tout ça ici, l'argile. Il y a de l'argile géologique tout près de Millau. L'eau, on est au confluent du Tarn et de la Drôme, on a toute l'eau qu'on veut. Et pour cuire ces poteries, le meilleur bois, c'est le pin, parce que ça fait des flammes longues, le pin. Si je mets du chêne, j'aurai des flammes trop courtes, j'aurai trop de chaleur en bas et pas en haut. Le pin, avec la résine, ça fait des flammes longues. Et on sait que toute la région des Causses était recouverte de forêts de pins, il y a 2000 ans. Cette argile est souvent appelée terre noire. On la trouve au pied des Grands Causses. Elle est pétrie dans des bacs selon des techniques ancestrales qui permettent de la purifier.
elle devient rouge à la cuisson en raison de sa composition et de la particularité des fours. Ce sont des fours à chaleur radiante où les céramiques sont protégées des flammes et de la fumée. Chaque fournées nécessite une quantité de bois très importante, certains disent même 60 stères. Que signifie le terme sigillé ? Sigillum veut dire sceau en latin. En effet, les potiers utilisaient des sceaux, 2 sortes de sceaux, ceux grâce auxquels ils faisaient le décor des moules et ceux qui leur servaient à signer sur le fond du pot. On fait des vases décorés ou des vases lisses. Les vases lisses sont simplement faits autour. Les vases décorés sont faits dans des moules. Donc on met dans le moule, on met de l'argile, on la fait sécher, ensuite on sort ça du moule, puis quand c'est bien sec, on met de l'engobe tout autour du vase, pour qu'il soit verni, voyez. Et cette engobe, on la fabrique sur place avec de l'argile qui est plus riche en silice qu'en calcium, et ça sert de couverture pour toutes ces poteries, voilà. Bien. Et alors ensuite, lorsque le vase est sec, il faut une bonne semaine de séchage. Hein. Au bout d'une semaine, on met ces vases à cuire dans les fours, et dans les grands fours, on cuit des milliers de pots à 1050 degrés. Voilà. Et alors, quelquefois c'est bien cuit, d'autres fois c'est loupé. Hein. Et quand c'est raté, on met les pots dans des fosses de rebut pour la plus grande joie des archéologues. Alors, la majorité des vases ici a été retrouvée dans des dépotoirs, c'est-à-dire d'immenses fosses creusées à même la terre, dans lesquelles étaient rejetés les vases déclarés impropres à la mise en vente. Alors, il pouvait s'agir de vases ratés, surcuits, mais aussi et parfois, assez souvent, de vases qui ne respectaient pas à la lettre les contraintes imposées par le cahier des charges. Et notamment, ce qui est très important ici, c'est la couleur du vernis rouge. On voulait des vases enduits d'un rouge brillant, et si les vases à la sortie ne présentaient pas cette caractéristique, ils étaient enterrés dans ces dépotoirs. Dans ces fosses, nous trouvons aussi des bordereaux d'enfournement. En effet, pour constituer une fournée, les différents ateliers regroupent leur production. Ce document sert à noter qui a mis quoi dans le four pour que chacun récupère son bien. D'autres documents comptables existent. Ce fragment de sigillé mentionne Atelia, dame patronnesse, qui facture les services de ses esclaves, Onésimus qui vend au marché, Calixtus qui malaxe l'argile et Agilius qui a coupé du bois. Au cours des 150 ans de production, différents ateliers occupent entre 15 et 20 hectares de cette plaine. Une vraie zone industrielle avec des périodes de production de masse et qui compte sur la durée 600 patrons potiers. Condatomagus est alors le centre majeur de production de vaisselle sigillée du monde romain. Donc il y avait un monopole de fait qui était peut-être aussi un monopole de droit. En tout cas, on peut penser qu'il y avait une protection haut placée. Alors, on n'a retrouvé aucune inscription, aucune mention dans les textes mentionnant une protection impériale, mais on peut supposer que ce qui s'est passé ici en termes de commerce bénéficiait de la plus grande indulgence et de la plus haute bienveillance de la part du sommet de l'Empire romain. Parmi ces artisans, certains savent lire, écrire et compter. Quelques-uns peuvent même faire don de pièces de monnaie aux dieux du temple ou s'offrir quelques bijoux. Mais ne nous trompons pas, ces potiers sont en majorité plutôt modestes et bien peu ont la citoyenneté romaine. Ils travaillent pour des commanditaires qui, eux, sont romains et se chargent de vendre leur production en Méditerranée et au-delà. Les pots de Millau sont exportés dans tout l'Empire romain. On les reconnaît par les noms des potiers qui sont imprimés sur ces pots. On les trouve en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, en Afrique du Nord, en Égypte, en Inde, au Soudan. Hein. Dans tout l'Empire romain, on trouve des pots de Millau. Hein. Bien sûr aussi en Italie, en Grèce. Et ces pots permettent de dater
tous ces sites, parce que ces pots, on peut les dater à 20 ou 30 ans près, et c'est plus facile à dater que des monnaies, parce qu'une monnaie, un siècle après, ça circule encore. Hein. Les poteries, il y a toujours des scènes de ménage, au bout de 20-30 ans, ça va à la casse. Hein. Donc les pots de Millau permettent de dater des milliers de sites archéologiques dans tout l'Empire romain. Cette vaisselle sigillée sert donc de tampon dateur aux archéologues. Son succès planétaire est dû à plusieurs facteurs. L'Empire romain s'étend et avec lui sa culture, une manière de vivre et de manger que chaque contrée conquise adopte. En outre, cette vaisselle est pratique car elle est étanche et empilable. Aujourd'hui, sur la plaine de la Gros-Fezanque, 5000 m² de vestiges sont visibles. Ils ne représentent que 2 à 3% de ce site antique. De nouvelles fouilles réserveraient certainement bien des surprises à de nombreuses générations d'archéologues.